Alors, merci beaucoup, Anna. J'avais hésité entre deux manières de commencer la présentation. Donc, la première manière, c'était de vous raconter une blague juive. Donc, c'est Yaakov qui a peur parce que il a peur de la nuit des fantômes qui sont sous son lit. Alors, évidemment, il va voir un psychanalyste. Il passe 5 ans à faire une psychanalyse. Au bout de 5 ans, il a toujours peur des fantômes qui sont sous son lit. 5 ans passent de nouveau, il a toujours peur des fantômes qui sont sous son lit. 5 ans après, il a toujours peur. Et un jour, il disparaît. Il ne vient plus voir son psychanalyste. Son psychanalyste le croise par hasard sur la place du marché. Il lui dit, mais écoutez, Jacob, qu'est-ce qui se passe? Vous avez guéri? Vous avez, vous n'avez plus peur des fantômes qui sont sous votre lit? Et là, Jacob lui répond, bah, en fait, j'ai été voir mon rabbin et mon rabbin m'a donné la solution. Et depuis, j'ai plus peur. Alors là, le psy est très très étonné. Il dit, mais quelle est cette solution? Bah, mon rabbin m'a conseillé de scier les pieds de mon lit. Ça, c'était ma première introduction. Et en quelque sorte, ma présentation va être une réflexion sur cette opposition entre, d'une part, le travail sur soi qui consiste à essayer de se changer, de se modifier, et d'autre part, le travail qui consiste à modifier l'environnement dans lequel on est. Le deuxième point de départ que je voulais avoir pour m'articuler à la question de la psychologie politique, c'était de vous lire un petit extrait de Mein Kampf. Donc, je vous lis ce passage où Hitler utilise la psychologie des foules de Lebon pour se demander, donc la psychologie sociale, pour se demander comment manipuler les foules. Donc, c'est page 472 dans les nouvelles éditions latines que je vous conseille de ne pas acheter parce que c'est des éditions fascistes ou nazies. Voilà. Dans tous ces cas, il s'agit de l'affaiblissement du libre arbitre de l'homme. C'est surtout le cas pour les réunions où viennent les hommes aux préjugés contraires et qu'il s'agit de convertir. Le matin, et encore pendant la journée, les forces de la volonté des hommes s'opposent avec la plus grande énergie aux tentatives de leur suggérer une volonté étrangère, une opinion étrangère. Mais le soir, ils succombent plus facilement à la force dominatrice d'une volonté plus puissante. Car en réalité, chaque réunion de ce genre est une lutte entre deux forces opposées. Le puissant talent oratoire d'une nature dominatrice d'apôtre réussira plus facilement à insuffler un nouveau vouloir à des hommes qui ont déjà subi, d'une façon nouvelle, une diminution de leur pouvoir de résistance, plutôt que s'ils étaient encore en pleine possession de tous les ressorts de leur esprit et de leur volonté. Voilà, donc c'est un passage qui fait suite à un moment donné où Hitler réfléchit sur l'effet aussi que peut avoir un dispositif spatial sur la volonté et donc sur la capacité à influencer les hommes. Hein, la question de l'influence est essentielle en psychologie sociale. Alors ici, Hitler, ce que fait Hitler, c'est qu'il prend la psychologie sociale et il s'interroge sur la manière dont on peut l'utiliser pour influencer les foules. Mais nous, enfin, et vous, je l'espère aussi, enfin, notre question, c'est pas celle de savoir comment influencer les foules, c'est comment ne pas se faire influencer par les personnes qui utilisent la psychologie sociale. Voilà, alors pour essayer de poser cette question, j'aimerais m'appuyer sur quatre classiques de la psychologie sociale, donc quatre études de cas en quelque sorte, donc vous connaissez probablement ou probablement pas, mais je vais les présenter. Donc quatre articles qui ont vraiment fait date et dont l'exposition a converti à la psychologie sociale de jeunes lycéennes et lycéens qui ont décidé ensuite de faire de la psychologie à la fac ou de jeunes étudiantes et étudiants en psychologie qui ont décidé ensuite de se spécialiser en psychologie sociale parce qu'il y a eu le sentiment en lisant ces articles, en prenant connaissance de ces expérimentations, que quelque chose d'essentiel s'y jouait. Alors le premier article que j'aimerais commenter, c'est un article de 1963 de Milgram, A Behavioral Study of Obedience. Donc c'est l'article où Milgram présente son expérimentation célèbre. Le deuxième, ça va être Effect of Feeling Good and Helping Cookies and Kindness de Eisen et Levin. Le troisième, de 73, From Jerusalem to Jericho de Darley et Batson. Et le quatrième, une expérimentation de Nisbet et Wilson, Telling More Than We Can Know, Verbal Reports on Mental Processes. Alors, je commence par le premier, l'article enfin, l'expérimentation de Milgram que vous connaissez. Donc, Milgram s'est demandé dans quelle mesure on pouvait expliquer le nazisme par l'obéissance à l'autorité, et il s'est demandé si si on pouvait demander à quelqu'un dans un laboratoire, euh,
si on pourrait lui donner l'ordre de tuer une personne qui serait inconnue de lui, qui aurait commis aucun, qui mériterait absolument pas d'être martyrisé. Et voilà, donc le dispositif qu'il invente, c'est qu'il a fait croire à ses sujets qu'il montait une expérience pour tester le rapport entre enfin, la douleur et la mémorisation. Et que cette expérience requérait de leur part qu'ils infligent des chocs électriques à un autre sujet, qui est en réalité un comparse de Milgram, chocs qui sont croissants. La véritable question de Milgram est de savoir si les personnes à qui on demande d'infliger des chocs iront jusqu'à infliger une choc qui était indiquée comme létale sur la machine que vous voyez là avec le XXX, hein, vous avez Danger et après vous avez XXX, donc on suppose que voilà, est-ce que les personnes vont appuyer sur le bouton XXX? C'est ça la question de Milgram. Et il leur demande même d'appuyer 3 fois de suite. Voilà. Alors quand on demande, ça c'est le dispositif hein, de 1000 grammes, et quand on demande aux gens de prédire jusqu'à combien vont monter les chocs électriques, on obtient cette chose-là, hein. Ça c'est un sondage que Milgram a fait sur des classes moyennes. Quand on met ensuite le même type de personnes dans la machine de 1000 grammes, dans le dispositif de 1000 grammes, on obtient au contraire le résultat suivant. D'où, chez Milgram, l'idée que notre manière ordinaire de penser l'action humaine et de penser notre propre action est en décalage avec la réalité de notre action. Il met ici en évidence de manière expérimentale, par un décalage entre deux expérimentations, l'expérimentation qui consiste à prédire notre comportement dans son dispositif et l'expérimentation qui consiste à être dans son dispositif, le fait que nous ne savons pas ce dont nous sommes capables. Euh, Une autre expérimentation célèbre, c'est celle donc de Eisen et Levin, qui donc, imaginent toujours avec des expérimentations qui supposent une forme de comme tromperie, hein, donc avec des comparses, des personnes qui font semblant de ne pas faire partie de l'expérimentation, qui font partie. Donc vous avez cette dame qui fait partie de l'expérimentation et qui fait tomber ses dossiers juste devant quelqu'un qui sort d'une cabine téléphonique. La question, c'est de savoir si les personnes vont venir en aide ou pas à cette dame. La variable indépendante que font varier Eason et Levin, c'est que la personne, pendant qu'elle passe son coup de fil, trouve une pièce de 10 centimes, une dime, dans le réceptacle pour recevoir la monnaie dans la cabine téléphonique. Alors, j'espère que vous n'êtes pas jeune au point de plus connaître ce genre de choses. La dernière cabine téléphonique à New York a été retirée il y a une dizaine d'années, donc c'est une expérimentation qui peut plus avoir lieu. Mais en tout cas, la question c'était est-ce que ça fait une différence, le fait d'avoir eu de la chance sur le comportement altruiste? Et ils notent ils mettent une évidence, une différence. Donc, le fait d'avoir reçu, enfin d'avoir eu de la chance, a un effet sur l'application de principes moraux. Autre expérimentation perturbante, c'est cette expérimentation de Darley et Batson, donc qu'ils ont appelé de Jérusalem à Jéricho, puisque alors le dispositif consistait toujours à New York, à demander à des étudiants, à dire à des étudiants séminaristes qu'on menait une étude sur la vocation religieuse. Et dans le cadre de cette étude, on leur demandait d'aller dans un autre bâtiment pour aller faire une présentation sur la parabole du bon samaritain, donc c'est cette personne qui donne son manteau aux nécessiteux par opposition euh, aux dignitaires hébreux qui gardent le cœur froid par rapport à la personne qui est dans le besoin. Et, euh, et sur le chemin entre les deux bâtiments, ils ont placé un comparse qui joue le rôle de quelqu'un qui a besoin d'aide. Et la question, c'est est-ce que ces personnes vont ou pas venir en aide aux comparses, sachant que là, la variable indépendante qu'ils font varier, la variable indépendante, c'est un élément qui distingue les différents groupes qui subissent le test, c'est que il varie le degré d'urgence de la demande. À certains, ils disent on est très très pressé, à d'autres non, et ils mettent en évidence le fait que le, euh, même si ces personnes, selon leurs principes et selon même le principe sur lequel ils sont en train de réfléchir, devraient venir en aide à la personne qui est en situation de détresse. Le vrai paramètre, c'est est-ce qu'elle est pressée ou pas? Est-ce qu'elle a un sentiment d'urgence ou pas? Quatrième expérimentation, c'est
Donc l'expérimentation de Nisbet et Wilson, qui ont demandé à des personnes de choisir entre quatre paires de bas en nylon. Et ils ont mis en évidence le fait qu'il y avait un biais et les quatre paires de nylon. Alors là, j'en ai mis cinq parce que j'ai pas réussi à générer une image avec que quatre, mais en tout cas, voilà, c'était quatre. Et donc, ils ont mis en évidence le fait qu'il y avait un biais vers les paires de nylon de droite alors qu'elles sont parfaitement identiques. Les gens ont tendance plus à choisir celles de droite. On sait pas trop pourquoi. En tout cas, il y a cette tendance-là. Et ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont demandé aux gens, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cette paire de bas en nylon? Et là, les gens racontent toutes sortes d'histoires. Ah oui, c'était celle qui était la plus solide, la couleur était la plus jolie, le tissu était me plaisait davantage, alors qu'en réalité, il n'y a aucune différence. Et donc, c'est une expérimentation qu'ils ont utilisée pour mettre en évidence notre capacité de confabulation, c'est-à-dire notre capacité à inventer rétrospectivement des raisons pour une action qui n'en avait pas. Voilà, alors l'ensemble de ces éléments conduit à enfin, est inquiétante dans la mesure où ça semble montrer que nous n'agissons pas conformément à nos valeurs morales, que nous n'agissons pas non plus conformément à ce qu'on croit qu'on ferait. Alors vous avez toute une industrie qui s'appuie sur ce sentiment d'étrangeté, ce choc que produisent ces expérimentations. Donc, si vous regardez la couverture du livre Obedience to Authority qui a été publié en 1974, bah, l'éditeur a ajouté l'expérience qui a mis qui en danger ou qui a challengé la nature humaine. Donc, c'est pas Milgram qui a écrit ça, même si, il était encore vivant, donc il a consenti à ce titre. Euh, mais le, voilà, en tout cas, c'est pas il y a une sorte d'industrie que vous retrouvez aussi sur YouTube avec toutes sortes de présentations vidéo qui utilisent la psychologie sociale comme un instrument pour nous inquiéter et nous inviter à remettre en question l'image que nous avons de nous-mêmes. Alors, en psychologie, les personnes qui ont défendu ça, c'est Ross et Nisbet, qui opposent deux concepts ou deux manières de voir l'humain. Une manière de voir l'humain qui est fondée sur l'idée de personne, de personnalité, c'est-à-dire que mes gestes sont le produit de ma personnalité, de mes valeurs, et une psychologie de la situation qui consiste à penser que mes actions ne sont que le résultat de la situation dans laquelle je suis. Hein, si vous reprenez les expérimentations précédentes, bah, vous avez le fait que ou que je vienne en aide à quelqu'un n'est pas le résultat de ma personnalité généreuse, c'est le résultat du fait que j'ai du temps devant moi. Donc je ne suis pas pressé. Le fait que je vienne en aide à une personne qui a perdu ses dossiers n'est pas le résultat, ou qui a fait tomber ses dossiers, n'est pas le résultat du fait que je suis aussi une personne généreuse, mais simplement le fait que qu'il y a un petit élément qui a changé mon humeur, hein, qui m'a mis de bonne humeur. Le fait d'avoir eu de la chance. Le fait d'obéir, enfin potentiellement assassiner quelqu'un, c'est quelque chose que je ne ferais pas dans certaines situations, mais c'est quelque chose que je pourrais faire selon cette interprétation de Milgram dans d'autres. Voilà, alors il y a plusieurs réactions à ce discours. Une première réaction, c'est tout simplement d'éviter de se laisser inquiéter par ce discours, par ces résultats, euh, de deux manières. Alors il y a une première stratégie qui consisterait à disqualifier le discours. Je reviens un petit peu en arrière, le discours qui vient d'être mené, comme je l'ai un peu suggéré, en disant ce n'est que des vidéos YouTube, ce n'est que du discours éditorial. Il me semble que c'est pas une bonne manière de procéder parce que les vidéos YouTube sont le nouveau forum. Si on est philosophe, on va sur le forum, on embête, on enquiquine les gens avec ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Et donc il me semble que disqualifier un discours parce qu'il est tenu sur la place publique par des personnes qu'on méprise n'est pas une bonne raison pour juste ignorer ce discours. Une autre disqualification possible est celle des philosophes qui rejettent enfin, comment dire, la nécessité pour les philosophes de travailler comment dire, en partenariat ou en connaissance de la science, au nom du fait que la science change souvent, que les théories scientifiques changent souvent, que la philosophie s'occupe de l'a priori et que les scientifiques s'occupent de la posteriori.
Donc on pourrait ainsi disqualifier les résultats de la psychologie sociale et on pourrait d'autant plus les disqualifier que la psychologie sociale depuis 2009 et même en réalité avant et la psychologie en général a connu ce qu'on appelle la crise de la réplication où s'est aperçu qu'un certain nombre d'expérimentations centrales de la psychologie ne répliquaient pas, c'est-à-dire on pouvait pas les refaire. Alors c'est pas le cas pour l'expérimentation de Milgram qui a été répliquée un grand nombre de fois. Pour les autres, je ne sais pas exactement si elles ont été répliquées ou pas. Donc, ça, c'est une première attitude, mais il y a une deuxième attitude complètement opposée qui consiste à être dans le scientisme, qui consiste à dire, ah, puisque les psychologues sociaux le disent, alors c'est vrai. Puisque le situationnisme, hein, l'idée qu'il n'y a pas de personnalité, qu'il n'y a que des situations, est défendue par les psychologues sociaux sur la base d'expérimentation, alors forcément ça doit être vrai. Il me semble que si on veut faire pas simplement si on veut faire de la philosophie, si on veut avoir une attitude juste à l'égard de ces expérimentations, si on veut en tirer des leçons de manière juste, ni l'une ni l'autre de ces attitudes n'est bonne. La première n'est pas bonne parce que on ne peut pas simplement balayer d'un revers de main des expérimentations qui ont eu lieu et qui ne sont pas des fraudes et donc des faits qui sont réels, premièrement. Mais deuxièmement, on ne peut pas non plus être dans le scientisme parce qu'il n'est pas vrai qu'on puisse directement conclure d'une expérimentation à une ontologie ou à une éthique. Pour conclure d'une expérimentation à la structure du monde ou à ce qu'il faut faire, il faut des prémices additionnelles. Il faut faire intervenir des idées que les scientifiques font passer pour des idées scientifiques dans leur discours, mais qui en réalité excèdent le champ de ce pourquoi ils et elles sont réellement compétents. Donc il me semble qu'il faut trouver une voie intermédiaire. Et c'est la voie enfin, parmi les philosophes qui ont travaillé sur la psychologie sociale, c'est celle qu'a emprunté un philosophe que j'admire beaucoup, hein, John Doris, qui donc a construit une œuvre hein, depuis maintenant une trentaine d'années où il essaye de défendre la nécessité pour l'éthique de de prendre en compte les données de la psychologie sociale, mais sans non plus s'inféoder au situationnisme des psychologues sociaux, ou en tout cas sans prendre pour argent comptant le discours des psychologues sociaux ou le discours scientiste. Voilà, alors maintenant, donc oui, le livre principal, c'est celui de Lack of Character, qui n'est pas traduit en français, mais que je vous conseille, qui a été publié en 2002 et qui est un petit chef-d'œuvre hein, pour moi, voilà, qui est très bien écrit, qui est très agréable à lire, et puis très très dense aussi au niveau de l'information, et très bien argumenté. Les autres textes sont aussi intéressants, ce sont des recueils d'articles, mais son livre vraiment central, celui de 2002. Voilà, alors maintenant, quel va être mon programme, enfin mon plan pour étudier cette philosophie? Donc d'abord, je vais essayer de présenter le programme de Doris, hein, donc le programme de recherche d'une éthique psychologiquement réaliste. Ensuite, je vais exposer ce que j'appelle l'ontologie situationniste. Alors qu'est-ce que c'est une ontologie pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce terme, hein, vraiment, j'essaie de présupposer qu'on ne sait rien, en philosophie en tout cas. L'ontologie, bah, c'est essayer de décrire les structures les plus générales de la réalité, ou même encore plus simplement de dire ce qui existe et ce qui n'existe pas. Donc le Père Noël n'existe pas, ça serait de l'ontologie hein, de ce point de vue-là. Voilà, donc quelle est l'ontologie situationniste? Ensuite, attendez, excusez-moi. Ah, mais là, Oui, oui, mais là, je peux pas. Voilà. Donc, troisième partie, l'amoralisme situationniste. Quatrième partie, donc je vais essayer de présenter l'éthique situationniste que défend Doris. Et enfin, je vais la critiquer. En tout cas, je vais montrer qu'elle a une limite et je vais essayer de montrer qu'on peut la compléter en l'associant avec l'éthique de la vertu. Alors, la thèse, peut-être que je vous dis d'emblée la thèse de Doris pour que vous voyez aussi pourquoi je termine par cette thèse-là, c'est que Doris soutient que la psychologie sociale permet de remettre en question une théorie éthique très importante actuellement en philosophie, en tout cas en éthique analytique, qui est l'éthique de la vertu. Moi, je vais essayer de soutenir que s'il veut vraiment défendre une éthique situationniste, il a besoin, en réalité, d'intégrer l'éthique de la vertu dans son dispositif. Voilà, alors d'abord, je vais essayer de présenter le programme de recherche d'une éthique psychologiquement réaliste de Doris. Mais pour ça, j'aimerais
partir de quelque chose de plus général qui est simplement de présenter ce que c'est le raisonnement téléologique. Alors, on oppose classiquement plusieurs, enfin, le raisonnement téléologique et déontologique. On pourrait encore, quand on essaie de se prendre une décision, hein, le raisonnement pratique qui vise à prendre une décision. Donc, si, le raisonnement théologique, c'est un des raisonnements qui permet de prendre une décision. Il y a encore d'autres hein, que déontologique et téléologique, mais voilà, en tout cas, c'est celui qui est disons, le plus courant dans dans nos décisions, qui est exposé par Aristote et qui a été défendu voilà, au XXe siècle par Elisabeth Armstrong. Donc je schématise. Donc vous avez un objectif, hein, c'est votre aspiration. Euh, ce qu'Aristote appellerait la boulet, hein, l'aspiration, vous allez vers vous voulez réaliser un objectif, mais la question c'est que cet objectif ne peut pas être immédiatement réalisé. Par exemple, vous voulez vous acheter une maison. Donc, immédiatement, vous ne pouvez pas vous acheter une maison. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous essayez de chercher dans vos connaissances, dans votre représentation du monde, dans votre ontologie, hein, si on, dans votre- la- quels sont les processus qui pourraient conduire à vous permettre d'acheter une maison? Donc, oh mince, j'ai pas appuyé sur voilà. Donc, une bonne manière d'y parvenir, c'est d'économiser suffisamment d'argent. Mais pour économiser, vous ne pouvez pas non plus immédiatement économiser suffisamment d'argent. Donc, pour économiser suffisamment d'argent, bah, il faut déjà obtenir de l'argent. Pour avoir de l'argent, il faut travailler. Pour travailler, il faut un diplôme. Et donc, c'est pour ça qu'ensuite, les étudiants et les étudiantes vont à leurs examens. Voilà. Et donc, ce raisonnement pratique se termine par l'identification d'une action qu'on peut immédiatement faire. Donc, je peux immédiatement aller à mon examen, ce qui va me permettre d'avoir mon diplôme, ce qui va me permettre d'aller à l'usine, ce qui va me permettre, enfin, ou d'aller au travail plutôt, et ce qui va me permettre d'avoir de l'argent, d'économiser et d'avoir une maison. Donc, voilà, est-ce que ça marche? L'animation. Oui, voilà. Et donc, une fois que j'ai fini mon raisonnement, bah, le moment de l'action, c'est un moment où je reparcours le même chemin, mais en sens inverse, où d'abord, voilà, enfin, bon, donc, le raisonnement téléologique est régressif et l'action est progressive. Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça se fait plusieurs fois. Et enfin, oui, la dernière flèche, c'est pour indiquer que la maison agit sur moi parce qu'elle me satisfait. Hein, j'ai réalisé mon objectif. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça se met plusieurs fois? J'en sais rien. J'espère juste que ça va s'arrêter. Voilà. Donc maintenant, pour essayer de comprendre comment Doris comprend comment il comprend l'éthique, il faut partir de l'idée que nos objectifs ne sont pas simplement de s'acheter des maisons. Nos objectifs peuvent être aussi d'être des personnes qui partagent, des personnes qui sont courageuses, des personnes qui osent parler en public, etc., qui osent défendre des opinions, qui osent être engagées. Or, la réalité est souvent pas celle-là. C'est-à-dire que même si je désire partager, quand j'ai un bon gâteau au chocolat entre mes mains, j'ai une autre tentation qui est celle de la garder pour moi-même. Et j'ai une émotion hein, qui est une souffrance émotionnelle qui serait liée au sentiment d'être frustré, de ne pas pouvoir manger tout mon gâteau, ce qui provoque de la souffrance autour de moi. De la même manière, je désire être quelqu'un de courageux, donc quelqu'un qui tient son rang à côté de ses camarades dans la phalange politique, si on reprend la situation à laquelle pense Aristote dans Éthique à Nicomaque. Et voilà, donc je souhaite être courageux et donc affronter les ennemis, ne pas jeter mon bouclier et partir en courant. Mais c'est pas forcément le cas. Pourquoi? Parce qu'il se passe en moi quelque chose. Donc, quand je suis à l'extérieur de la situation, je me dis, ouais, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que c'est pas un souci de justice. Je ne peux pas attendre des autres qui me défendent sans que moi je les défende. Mais par contre, dans la situation, il y a une émotion qui me saisit, qui est la peur, qui m'amène à jeter mon bouclier, à paniquer et à partir. De la même manière, je souhaite être un citoyen engagé et donc oser prendre la parole en public. Et pourtant, bah, quand je suis en public, il se produit en moi quelque chose qui fait que je perds mes moyens. Mais on peut appliquer le raisonnement téléologique de la même façon à cette question de savoir comment faire en sorte que nos actions correspondent à nos valeurs morales, comment nos actions correspondent à ce qu'on pense qu'on devrait faire dans une situation déterminée. Donc il s'agit de savoir comment passer de l'image de gauche à l'image de droite, et on peut de la même manière appliquer un raisonnement téléologique. Alors, le raisonnement que propose Aristote comme solution à ce problème, hein, qui est que voilà, j'adhère à la valeur de droite, mais en réalité, ce que j'éprouve, c'est ce qui est à gauche, c'est le problème de l'acrasie. Hein, c'est le problème qui est le fait que je n'agis pas conformément à mes valeurs.
Hein, l'acratès chez Aristote se distingue de la colastès. La colastès, c'est la personne qui est vicieuse, qui ne souhaite pas partager. L'acratès, c'est la cratique, la personne qui est acratique, c'est la personne qui, au contraire, souhaite, adhère aux bonnes valeurs, mais n'est pas capable émotionnellement et intellectuellement de les mettre en œuvre. Quelle est la solution que donne Aristote à ce problème? C'est qu'il explique que, alors là, oui, on voit la flèche. Voilà, donc le raisonnement, c'est que finalement, ce que dit Aristote, c'est qu'il y a une loi de psychologie qui est que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et donc c'est en se mettant de manière répétée dans la situation qui est difficile pour nous qu'on va finir par acquérir des capacités émotionnelles et intellectuelles de se comporter différemment ou comme on le devrait dans la situation. Donc c'est la logique d'entraînement, d'exercice qui fait que on va progressivement acquérir la capacité à agir comme on le devrait. Et donc on va acquérir la vertu. Donc ici, j'entendrais par éthique de la vertu, enfin, la terme éthique de la vertu a beaucoup de sens différents, mais j'entendrais ici par éthique de la vertu, euh, en suivant Doris, hein, c'est comme ça qu'il la cible, cette prescription qui est que pour surmonter l'acrasie, pour surmonter mon incapacité à agir conformément à mes valeurs, il faut essayer de me changer ma structure psychologique. Hein, il faut aller voir le psychanalyste si j'ai peur des fantômes sous mon lit. Il faut changer ma structure psychologique pour finalement devenir qui je souhaiterais être. Voilà, donc le raisonnement est le suivant. Pour agir conformément à mes valeurs, je dois surmonter l'acrasie. L'acquisition de la vertu permet de surmonter l'acrasie. L'acquisition de la vertu est le seul moyen de surmonter l'acrasie. Bon, pardon pour les fautes de frappe. Donc, je dois acquérir la vertu. Hein, c'est un peu le moment analytique là, de mon exposé, c'est que j'aime bien numéroter des propositions et en tirer la conclusion. Donc, les propositions qui sont numérotées, c'est les prémices de mon raisonnement. Et si je veux critiquer ce raisonnement-là, il faut que j'attaque les prémices. Donc c'est pour ça que je les numérote, parce qu'ensuite, ça permet facilement de dire j'attaque la prémisse un, 2 ou 3, et j'ai plus besoin de les répéter. Hein, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est parce que je suis un peu obsessionnel de la numérotation, mais c'est pas une raison pertinente et ne le dites à personne. Euh, voilà, donc deuxième point, maintenant, j'aimerais essayer de voir. Donc là, j'essaie d'exposer, de dépeindre le paysage, hein, l'ontologie. L'ontologie, pardon, l'éthique de la vertu, la manière dont Doris conçoit, alors pardon, oui, pas tout à fait terminé, comment Doris conçoit donc l'enquête éthique réaliste, il accepte le problème d'Aristote. Il dit aussi que le problème, c'est de savoir comment agir conformément à mes valeurs, comment devenir quelqu'un qui agit conformément à mes valeurs, que la question de l'éthique, c'est une question d'éthique appliquée, c'est-à-dire c'est essayer de trouver des recettes, des préceptes qui permettent de devenir qui je devrais être ou la personne qui est capable d'agir conformément à mes valeurs. Donc il accepte ça. Simplement, ce qu'il ajoute, c'est qu'il dit, oui, mais Aristote s'appuyait sur une psychologie qui était une psychologie spontanée, naïve, de sens commun. Moi, je m'appuie sur une psychologie scientifique. Donc c'est la psychologie la psychologie sociale. Hein, donc c'est ça, son programme, c'est de savoir si on peut, si on prend la psychologie sociale, est-ce que ça peut nous aider à atteindre, enfin devenir la personne qui est capable d'agir conformément à ses valeurs morales. Alors pour y parvenir, pour mettre en œuvre ce programme, il faut d'abord se munir d'une ontologie. Puisqu'on a l'objectif. L'objectif, c'est devenir une personne qui agit conformément à ses valeurs, mais pour savoir comment le faire, il faut savoir quelles sont les structures causales du monde, et c'est là où intervient l'ontologie, la question de savoir qu'est-ce qu'il y a réellement, alors c'est une ontologie de la psychologie ou du psychisme, c'est savoir qu'est-ce qu'il y a réellement à l'intérieur de nous. Voilà, donc, alors, je sais pas, je crois qu'il y a une slide qui a sauté. Oui, donc là, j'ai oublié de mettre la slide, donc je vais juste vous donner je vais vous donner son argument. Donc, ce que fait Doris à la suite d'autres situationnistes, hein, il partage complètement ce que dit Nisbet et Ross, et puis encore d'autres philosophes situationnistes comme Armand. Donc, il dit que le situationnisme remet en question deux certitudes à propos de nous-mêmes. On les a déjà vues, hein, donc je peux pouvoir aller vite. Première certitude, c'est la certitude que nous avons un caractère. Donc, par caractère, qu'est-ce qu'il entend? Il entend une entité dont on ne sait pas très bien comment elle est instanciée en nous, mais en tout cas une entité
qui légitime l'inférence du comportement qu'a une personne dans une situation à son comportement dans une autre situation. Hein, quand je vois que quelqu'un me fait une queue de poisson et que je lui donne un petit nom affectueux, bah, je pense que son comportement, mon petit nom affectueux implique que cette personne-là va agir de la même manière dans toutes les circonstances de sa vie. S'il n'a pas de caractère, bah, le fait qu'il m'ait fait une queue de poisson n'a de valeur que locale. Hein. Peut-être que cette personne est absolument adorable et attentionnée dans d'autres situations. Donc c'est la première conséquence qu'on peut tirer des différentes expérimentations que je vous ai présentées. Voilà, c'est que nous n'avons pas de caractère. Mais il y a une deuxième conséquence qui me semble plus grave, plus profonde, et là oui, que Doris accepte également, même si je ne pense pas qu'il l'explicite totalement dans son ouvrage, mais c'est l'idée que nous ne sommes pas responsables de nos actions. Alors pourquoi nous ne sommes pas responsables de nos actions? Pour ça, il faut que je définisse un tout petit peu ce que j'entends par responsabilité. Alors, c'est responsabilité morale, et que je précise un petit peu ce que j'entends par responsabilité morale. Par responsabilité morale, ce que j'entendrais ici, c'est tout simplement la capacité à répondre, hein, si on s'appuie sur l'étymologie, répondre à la question pourquoi. J'ai fait une action, et il faut que je sois, si on m'interroge si on m'interroge sur cette action, il faut que je sois capable de répondre pourquoi. Et selon la réponse à la question pourquoi, on va ou pas faire mon éloge, me blâmer, hein, m'excuser, etc. Donc c'est très important de passer par l'explication de la raison pour savoir comment ensuite l'évaluer. Et la responsabilité, c'est la capacité à répondre pourquoi, c'est ce qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis capable de répondre à la question pourquoi? Donc, pour essayer de l'expliquer, donc il faut déployer un tout petit peu ce modèle de la responsabilité. Ben, il faut voir que pour répondre à la question pourquoi, il faut qu'il y ait une raison à notre action. Alors, la raison à notre action, elle est antérieure à notre décision de mettre en œuvre cette action. Donc, si on essaie de remettre ça dans le temps, on aurait d'abord l'appréhension d'une situation de problème où il faut prendre une décision. Ensuite, ce qu'on fait, c'est que on envisage différentes options. On essaie d'envisager pour chacune des options les côtés positifs, les côtés négatifs, et on sélectionne la meilleure option, et ensuite on agit. Quand on répond à la question pourquoi, on revient à ce moment de la délibération, et on essaie d'expliquer pourquoi notre délibération a conduit à identifier, à sélectionner cette raison-là plutôt qu'une autre. Et c'est ça voilà, qui permet de répondre à la question pourquoi. Si jamais les situationnistes disent vrai, en réalité, on ne peut pas répondre à la question pourquoi. Les personnes donc ça c'est très évident dans l'expérimentation sur les bas en nylon, hein, les personnes qui sont dans cette expérimentation ne peuvent pas répondre à la question pourquoi elles ont choisi les bas en nylon, puisqu'il n'y a pas il y a pas de pourquoi. Hein. La réponse à la question pourquoi, en réalité, est inventée a posteriori. Mais c'est pas la réponse quand la personne répond à la question pourquoi, elle invente une raison, elle se dit, tiens, ça pourrait être une bonne raison qui va satisfaire la personne qui est en face de moi, peut-être. C'est peut-être ça qu'elle se dit, mais elle ne se souvient pas d'un processus de délibération qui en réalité n'a pas eu lieu. Alors, donc ça, c'est un premier point. Si on prend la question de savoir pourquoi est-ce que les gens viennent en aide à la personne qui a perdu ses dossiers dans l'expérience de Isen et Levin, bah, le fait d'avoir enfin, trouvé une pièce de une dime n'est pas une raison pour aider quelqu'un. Il n'y a pas de rapport rationnel entre les deux événements. Il y a un rapport causal. Hein, avoir de la chance me met de bonne humeur, ça me fait agir, mais c'est pas un rapport de raison où je pourrais dire qui ressemblera à la chose suivante, je dois venir en aide à quelqu'un quand j'en ai la capacité, etc. Donc il semble que le situationnisme conduise à abandonner également, dans notre représentation, dans notre ontologie de ce que c'est un être humain, l'idée de responsabilité. Alors, enfin, abandonner l'idée de responsabilité conduit aussi en métaéthique à penser que les valeurs n'ont aucun effet. Hein, les valeurs existent, on ne peut pas dire qu'elles n'existent pas, mais par contre, elles n'ont pas d'effet. Elles me servent à juger les gens. Je juge les gens selon je vois qu'une personne n'applique pas des valeurs et donc je vais la condamner. Mais moi, quand je serai dans la même situation qu'elle, je vais agir exactement de la même manière qu'elle. Hein, donc, ces valeurs peuvent éventuellement déclencher l'action de juger, mais pas l'action d'agir conformément à la valeur. Voilà. Alors maintenant, si on suit ce raisonnement, on peut en conclure que le situationnisme conduit à l'amoralisme. Hein, c'est un argument de Bernard Williams. Euh,
Voilà, alors, je reprends le raisonnement que j'avais placé auparavant. Donc, pour agir conformément à mes valeurs, je dois surmonter l'acrasie. Donc, ça, c'est une prémisse qui semble impossible à remettre en question. Mais ce que soutient le situationnisme, c'est que l'acquisition de la vertu ne permet pas de surmonter l'acrasie. Alors, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il nie cette prémisse? Et alors, si vous voyez que si on nie cette prémisse-là, alors si l'acquisition de la vertu est le seul moyen de surmonter l'acrasie, je dois renoncer à acquérir la vertu. Et donc, je dois renoncer à surmonter l'acrasie, donc je dois renoncer à agir conformément à mes valeurs. Donc, pourquoi est-ce que l'acquisition de la... pourquoi est-ce qu'il est faux, selon le situationnisme, que l'acquisition de la vertu euh, pourrait permettre de surmonter l'acrasie? Alors, Doris donne deux arguments à mon sens. Le premier argument, c'est que la notion de vertu implique la notion de caractère. Or, le caractère n'existe pas, donc la vertu ne peut pas exister. Si, on peut de cette manière-là remettre en question l'idée d'éthique de la vertu qui prescrit d'acquérir la vertu, puisqu'une prescription, la prescription qui consiste à conseiller à quelqu'un de faire quelque chose qui est impossible, impossible parce qu'il s'agit de devenir quelque chose qui n'existe pas ou qui ne peut pas exister, c'est une prescription qui est irrationnelle. Donc c'est son premier argument. Son deuxième argument s'appuie sur l'expérience ou la connaissance de la psychologie sociale. Il s'agit de dire que l'acrasie est beaucoup plus grave, les cas d'acrasie sont beaucoup plus graves que ce qu'envisageait Aristote. Donc, c'est ce qu'il appelle l'acrasie radicale. Pourquoi l'acrasie est radicale? Alors elle est radicale pour deux raisons. Premièrement, parce que ce que montrent les données statistiques, c'est que l'acrasie est beaucoup plus générale que ce qu'on pensait. C'est pas un cas exceptionnel, c'est quelque chose qui est très très général et qui semble faire partie de l'état normal des conduites normales des humains. Or, Aristote prend comme critère pour distinguer l'acrasie et la non-acrasie le fait que l'acratique est la personne qui ne parvient pas à résister à des situations où d'autres personnes parviennent à résister. Mais surtout, l'argument qui est très important chez Doris, c'est que les situations de manipulation que mettent en œuvre les psychologues sociaux, mais aussi les politiques, mais aussi les commerciaux, mais aussi les personnes qui sont en situation de management, sont des techniques d'influence, de manipulation qui sont à chaque fois nouvelles. Ce que montre de manière performative l'expérimentation sociale, c'est qu'on peut toujours inventer de nouvelles situations de manipulation. Aristote, lui, au contraire, pensait que les situations d'acrasie étaient liées à la structure de notre corps. Donc on pouvait, la structure de notre âme, hein, c'est plutôt, de la structure de l'âme, donc à notre structure émotionnelle. Donc on pouvait faire un panorama des différentes sortes de faiblesses de volonté, donc de situations moralement dangereuses pour nous. Mais Doris pense que ce n'est pas le cas. Il y a toujours de nouvelles façons de tromper les gens, si bien que les gens ne peuvent pas on peut par définition pas se préparer à des situations qui sont radicalement nouvelles et qu'on n'a pas imaginées. Donc Aristote peut prescrire l'entraînement moral parce que il peut s'appuyer, comme il aime le faire, sur une encyclopédie en quelque sorte des situations moralement dangereuses. Mais ce que montre la psychologie sociale, mais je dirais même plus généralement la modernité, c'est que les situations de manipulation enfin, il y a une créativité, semble-t-il, inépuisable en matière de situations de manipulation. Et donc, la conclusion, c'est la conclusion qu'en tire Bernard Williams dans Ethics and the Limits of Philosophy, c'est que si l'objection situationniste est vraie, alors il faut abandonner l'idée même d'éthique, hein, de pensée éthique. On peut comprendre la construction que propose Doris comme une réponse à Bernard Williams et comme l'idée que même si on est irresponsable et même si on n'a pas de caractère, on peut malgré tout défendre une éthique au sens où je l'ai défini auparavant, c'est-à-dire d'essayer de développer un raisonnement et une activité qui vise à devenir quelqu'un qui agit conformément à ses valeurs.
Alors, donc, quelle est sa réponse? Bah, c'est tout simplement de nier la deuxième prémisse, la troisième prémisse, pardon. C'est de dire qu'il y a d'autres moyens pour surmonter l'acrasie que d'acquérir la vertu. Alors, quel est le moyen qu'il propose? Le moyen qu'il propose, c'est tout simplement de distinguer deux types de situations. Donc là, vous avez un type de situation qui est typique de la psychologie, des situations qu'étudie la psychologie sociale, hein, où vous avez l'influence de la foule sur chacun des individus qui fait partie de la foule et qui les conduit à agir tous de la même manière. Or, la réponse de Doris, elle consiste tout simplement à dire oui, c'est vrai qu'on est totalement déterminé dans cette situation-là, hein, je concède ce point-là. Ces personnes-là ne sont pas, ne pourraient pas dire, si on leur demandait pourquoi est-ce que tu as levé le bras de cette manière-là, elles ne pourraient pas expliquer, donner des raisons pour le faire. Ça serait une influence qui agirait sur elles malgré elles ou sans qu'elles en aient conscience de la foule. Euh, mais ce que dit Doris, c'est que ce n'est pas les seules situations qui existent. Il existe aussi des situations où on est dans notre petite cabane tout seul, et là, on est capable de penser de manière, on est capable de juger moralement les, euh, les situations, de savoir ce qu'il faudrait faire. Et donc finalement, et ces situations ne sont pas décrites par la psychologie sociale. C'est des situations qui seraient neutres du point de vue de l'influence sociale. Et donc si on parvient à relier ces situations qui sont socialement neutres avec les situations qui sont socialement chargées, alors on pourrait être responsable de notre responsabilité ou de notre irresponsabilité. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que et ce que je veux dire, c'est en fait très trivial, c'est que si ces situations existent où on est on est lucide et on est capable de voir quel est le bien et quel est le mal et ce qu'on devrait faire, bah, il suffit d'avoir une délibération technique téléologique à ce moment-là sur les situations elles-mêmes. C'est-à-dire que la psychologie sociale devient un instrument pour sélectionner les situations dans lesquelles on veut être ou pas être. C'est-à-dire que quand je suis dans ce bureau, si je me dis je veux agir conformément à la morale et pas conformément à la foule, bah, je vais éviter d'aller à ce genre à ce genre d'événement. Comment est-ce que Doris peut justifier que on peut de cette manière-là être responsable alors même qu'on est irresponsable, enfin on a une responsabilité de second niveau alors qu'on est responsable au premier niveau? Ben, il s'appuie sur la théorie de la liberté de la responsabilité de Harry Frankfurt qui rejette l'idée que la liberté c'est le fait de pouvoir agir autrement qu'on le fait. Il dit que la liberté c'est le fait que notre action correspond à nos valeurs. Et du coup, donc c'est dans un article de 71 très célèbre où il prend l'exemple de la personne qui est accro, hein, et donc bon, j'ai choisi d'illustrer ça par un fumeur. Bah, vous avez deux manières de fumer. Vous pouvez très bien fumer dans les deux cas, vous êtes accro à la nicotine. Mais dans un cas où vous êtes content de fumer, vous dites, ah bah j'aime fumer, c'est un moment contemplatif pour moi, c'est un moment social, ça me permet, je ne veux pas faire là du tout la pub de la cigarette, mais bon, voilà, en tout cas, vous pouvez vous dire, ça correspond à mes valeurs, et je suis content de fumer. Et vous pouvez aussi ressentir le fait de fumer comme quelque chose qui est contraire à vos valeurs, hein. J'aime pas donner de l'argent à des assassins, à ces assassins que sont les personnes qui fabriquent les cigarettes. Euh, et donc, dans le premier cas, votre action correspond à vos valeurs. Dans le second cas, elle ne correspond pas à vos valeurs. Pourtant, vous êtes également déterminé dans un cas comme dans l'autre. Dans quel cas est-ce que vous auriez le sentiment d'être libre et d'être autonome et d'être responsable? C'est dans le premier cas. Donc, de la même manière, si on applique cette théorie d'identité, de l'identité de la responsabilité à Doris, bah, le, qu'est-ce que c'est être responsable tout en tenant compte de la psychologie sociale? C'est partir de nos valeurs, utiliser la psychologie sociale pour délibérer sur les situations dans lesquelles on veut être et éviter les situations dont on sait déjà, grâce à la psychologie sociale, que on sera amené à y agir contrairement à nos valeurs. D'où aussi l'idée chez Doris qu'il y a une sorte de devoir s'informer sur la psychologie sociale, puisque les psychologues sociaux nous disent attention à ces situations-là, ces situations où vous allez vous faire manipuler. N'y allez surtout pas. Hein, voilà. Donc maintenant, comme il me reste peu de temps, je vais passer directement euh, au dernier point. Donc pourquoi, à mon avis, cette solution qui est élégante, hein, mais ne fonctionne pas?
Tout simplement, alors je vais prendre un exemple moi, qui m'est arrivé. C'est un exemple où vous êtes dans une situation neutre, vous êtes au téléphone, vous parlez avec quelqu'un qui vous invite à une fête, c'est pendant le Covid, et vous savez que dans cette fête, personne ne portera le masque. Et vous savez très bien aussi que vous êtes faible comme je le suis moi, faible moralement, et que si personne ne portera le masque, vous allez détester être le trouble-fête qui porte le masque et que tout le monde va regarder de travers parce que il représente la personne docile aux injonctions du gouvernement. Donc vous savez très bien que si vous allez à la fête, vous allez porter le masque, ne pas porter le masque, alors même que c'est contraire à vos valeurs. Mais la question, c'est est-ce que quand vous êtes en train, quand la personne vous invite au téléphone, est-ce que c'est vraiment une situation neutre? Non, ce n'est pas une situation neutre. C'est-à-dire que la personne est déjà en train de vous influencer socialement. Donc la question, c'est est-ce que vraiment il existe des situations socialement neutres? Et mon argument contre Doris, c'est que je pense pas. Je pense que son argument repose sur une idéalisation. C'est-à-dire que les situations socialement neutres n'existent pas. Alors je vais donner deux arguments. Euh, un argument qui est inspiré qui s'appuie sur le travail de Bourdieu, hein, qui lui-même s'appuyait avec sa théorie des champs sur le travail de Lévin, c'est Lévin, hein, Lévin qui a inventé appliqué l'idée de champ à la société. Et donc, ce que montre Bourdieu, c'est que quand une personne qui est, semble-t-il, dans une situation qui est neutre socialement, quand elle fait des choix littéraires, stylistiques, quand elle fait des choix académiques, en réalité, elle a dans la tête une représentation de la société qui l'amène à faire des choix qui sont influencés par la structure du champ social. Donc ça me semble, voilà, ça me semble en tout cas, Doris me semble s'appuyer sur une représentation naïve de du fait, de notre situation sociale, au sens où c'est pas parce qu'on est seul que le social n'agit pas sur nous. Et pour revenir à la cabine et au salut nazi, bah, vous savez très bien que Heidegger avait beau être dans sa petite cabine dont je vous ai montré l'image, ça l'a pas empêché de se laisser entraîner dans les méandres du nazisme. Et à l'inverse, pardon, excusez-moi, donc si jamais c'est le cas, bah, il y a deux possibilités. Soit il faut effectivement être nihiliste, être amoraliste, soit donc il faut être comme cet homme au milieu de la foule des personnes qui l'influencent, être capable de résister, être capable d'identifier ce qui se passe, l'influence, et avoir la force morale de ne pas y céder. Et donc, ici, il faut apprendre à être vertueux. Si on ne peut pas échapper aux, aux influences sociales, la seule manière de, euh, de parvenir à agir conformément à nos valeurs morales, tout en tenant compte, comme l'a appris hein, John Doris, tout en tenant compte de la psychologie sociale, c'est de s'exercer à s'immerger dans des situations sociales où une influence s'exerce sur nous pour apprendre à être une personne qui agit conformément à ses valeurs dans ces situations. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Raphaël. C'était vraiment fascinant. Évidemment, moi, j'ai plein de questions au sujet, notamment de tes définitions des valeurs et des choses comme ça. Mais je signale avec enthousiasme à notre cher public que c'est le moment où c'est le public qui est censé poser des questions. Mais n'empêche que, en attendant, et évidemment pour te faire hésiter un tout petit peu, oui, dis-moi, pourquoi penses-tu que tu as besoin de la notion de vertu? Le dernier personnage que tu as montré, tout ça c'est fascinant, évidemment, j'ai vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté une conférence avec autant euh, d'intérêt vraiment pour chaque étape. Et le tout dernier moment où tu montres le personnage qui résiste au nazisme, pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Parce qu'il a appris à être vertueux ou il a appris des choses de ce type? Pourquoi tu vois bien d'où vient le doute, évidemment. Le doute vient du fait que le nazisme n'est pas... Le problème du nazisme, c'est pas qu'il est moralement mauvais, c'est que c'est un scandale intellectuel, c'est du n'importe quoi.
Donc, peut-être c'était juste une personne intelligente. Euh, oui, donc enfin, il y a plusieurs choses, hein. Là, tu me poses plusieurs questions. Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je ne peux pas savoir comment il a réussi à faire ce geste-là. En fait, j'aurais peut-être dû formuler les choses de manière un petit peu différente. La question, c'est comment devenir cette personne? Et comment devenir cette personne? Bah, c'est soit, voilà, pour arriver à faire ce geste-là, si je ne le suis pas naturellement, si je suis, parce que voilà, il y a l'idée que la critique a une structure émotionnelle euh, qui le rend incapable d'agir conformément à ses valeurs. Donc, si j'ai cette structure acratique, alors pour faire ce type de geste, bah, il faut passer par une sorte d'entraînement social. C'est ça que je voulais dire. C'est ça que je veux dire par et donc voilà. Après, le fait de, je suis d'accord avec toi sur le nazisme. Alors, bon, après, pourquoi ne pas être nazi? Je vais pas rentrer dans cette question-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'être capable de continuer à penser et à rester maître de soi-même dans des situations où ça semble a priori difficile. Et voilà, moi, il me semble que ce qu'a fait cette personne-là, moi, je sais que si j'étais à la place de cette personne-là, ça aurait été pour moi euh, enfin, très difficile de faire ce geste. Parce que, voilà, enfin, tout simplement parce que, oui, enfin, pour des choses qui sont étudiées par les psychologues sociaux ou des expériences qu'on a toutes et tous, c'est que quand tout le monde fait quelque chose, c'est très difficile de faire quelque chose de différent. Donc, faut arriver à résister à cette pression sociale, ne pas avoir peur aussi. Donc tout ça, voilà, c'est vrai que j'aurais peut-être pu analyser plus la notion de vertu chez Aristote, avec vertu morale, vertu intellectuelle. La vertu chez Aristote, donc qui est déjà une notion qui est composite. Voilà. Mais après, je sais pas si toi, c'est la notion de vertu même qui te dérange en général. C'est ce qui me dérange en général, et je vais donner tout de suite la parole à notre public parce qu'il y a des questions. C'est vraiment, tu vois, il m'est arrivé plusieurs fois, mais toi, à toi aussi sans doute, où les gens t'ont dit, ah oui, t'es vraiment gentil ou t'as fait quelque chose de vraiment gentil. Non, absolument pas. La plupart des choses que je fais, c'est vraiment pas par bonté qui me paraît, quand elle est détachée de l'intellect, elle est pas du tout intéressante, me semble-t-il. Mais peut-être, tu vois, là c'est un ouais, c'est Ouais. c'est un Après, cognitivisme extrême de ma part qui parle, mais effectivement, ce sont des choses qui... Ce n'est pas en apprenant à être bon que tu fais des choses. C'est non, non, mais de toute façon, là, on revient, évidemment, on revient au cœur de c'est à quoi ressemble la motivation. Et évidemment, pour certaines personnes, Hume va décrire exactement avec justesse les processus décisionnels dans le contexte moral. Et pour d'autres personnes, ça va être plutôt, je ne sais pas, Martha Nussbaum ou Robert Solomon. Donc, c'est vraiment difficile. Et effectivement, nous sommes condamnés, je pense, comme dit Roger Puvet, d'ailleurs, l'immense auteur de l'éthique de la vertu, nous sommes condamnés dans le contexte moral de, hélas, prendre en compte les particularités du caractère de différentes personnes. Et là, ça nous met dans une position très délicate parce que l'éthique des vertus peut-être marche pour certaines personnes pour qui la question de savoir qu'est-ce que je voudrais être comme personne, quelle personne voudrais-je être, peut-être qu'il y a des gens pour qui ça fait sens. Moi, en toute honnêteté, je te dis, pour moi, ça n'a fait aucun sens, cette question. alors, oui, peut-être que c'est une question très intéressante. J'ai vu qu'il y a une question. Je vais d'abord répondre. Enfin, je réponds juste très rapidement à ce que tu dis, et après je vais répondre à la question de Cunin. Et euh, donc, la question, c'est pas celle de qui je veux être. La question, c'est comment agir conformément à mes valeurs. Le but, c'est pas d'être bon. Le but, c'est de tenir mon bouclier. Voilà. Et après, pour ça, bah, il faut que j'arrive à surmonter dans ces situations mes émotions. Donc, c'est pas la question de qui je veux être. C'est vrai que c'est un point qui me semble effectivement très important. Ouais, mais attends, parce que là, tu proposes une interprétation très particulière de l'éthique de vertu. Parce que la question de savoir qui je veux être comme personne, c'est quand même central pour Hans Kamp et Geach. Alors, donc là, c'est vrai que la notion d'éthique de la vertu, elle est très, enfin, elle sert à plein de choses en fait. Il y a un usage métaéthique, un usage éthique, un usage éthique appliqué. Ce que fait, là, je me suis vraiment placé dans la perspective de Doris avec cette question qui est que il vaut mieux, donc c'est pour ça que c'était ça la blague du rabbin, est-ce qu'il vaut mieux agir sur moi-même, essayer de me changer moi-même pour arriver à atteindre mon objectif,
ou est-ce qu'il vaut mieux agir sur la situation? Et j'ai oublié d'ailleurs de faire la conclusion de mon talk, parce que je regardais la montre, c'est que ma conclusion, c'est qu'en réalité, même quand on assied les pieds du lit, on peut encore penser que les fantômes ont la capacité d'être sous les lits, donc qui ont des, les pieds sciés. Donc la réponse de Doris est quand même naïve relativement au processus du psychique. Et donc il faut encore, malgré tout, aller chez le psychanalyste, même quand on assied les pieds du lit. Voilà, et donc pour répondre Patrice Cunin, c'est ça? Ou oui, oui, le situationnisme, c'est l'idée que c'est le contexte et pas la personnalité qui détermine notre comportement. La question, c'est la conduite. Est-ce qu'elle est le résultat de la situation ou est-ce qu'elle est le résultat d'un processus psychique qui nous serait propre? Elle vient de l'extérieur ou de l'extérieur? De l'intérieur ou de l'extérieur, pardon. Super, merci. Pour Madine Bourriche, vous vouliez poser une question, allez-y. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Oui, donc tout d'abord, merci pour la présentation. Je l'ai trouvée très intéressante et très didactique. Je suis psychologue social moi-même. Je voulais revenir pour un éclairage un petit peu particulier sur votre dernière image. En fait, il s'agit d'Auguste Landmesser en 1936. La psychologie sociale était encore quasiment inexistant, enfin avec les travaux de Lebon, etc. Donc c'était vraiment pas encore l'essor de la psychosociale qu'on date des années 60, hein, de l'après-guerre, des années 50-60. Et donc, Auguste Landmesser était pas psychologue social. Et c'est pour rebondir et renforcer ce que vous disiez sur l'éthique situationniste liée au concept de vertu. Auguste Landmesser était marié à une juive. Et donc, pour lui, le salut nazi, ça voulait dire, pour lui, remettre en question le principe de loyauté vis-à-vis de sa femme, pour concrétiser opérationnellement le concept de vertu. Ici, pour lui, euh, bâti sur le principe de loyauté qu'il devait à sa femme. Voilà, c'est de cet éclairage que je voulais porter. Et puis, une toute petite question, parce que vous avez parlé, vous êtes passé très rapidement, à mon sens, sur un parallèle que vous avez fait entre structure de l'âme et émotion, et je suis pas persuadé que âme et émotion, ce soit qu'on puisse les mettre en parallèle de cette manière-là, parce que il y a quand même des choses différentes entre l'âme et l'émotion. Voilà. Oui, merci beaucoup. Du coup, oui, bah, merci pour cet éclairage. C'est vrai que bon, moi, cette image, je la saisis non pas du point de vue de la personne. Alors, une très, très belle, voilà, c'est vraiment saisissant ce que vous nous dites. C'est vraiment du point de vue de moi, quand je regarde cette image, quel effet voilà, comment est-ce que je me situe par rapport à l'image et ma question, c'est comment est-ce que je pourrais devenir cette personne. Alors, c'est vrai que il y a, voilà. Et donc, bon, bref, c'était juste. Voilà. Et juste une question. Alors, sur l'âme, en fait, je pensais à l'âme au sens d'Aristote. Ah, donc, Aristote représente le psychisme comme constitué par une partie irrationnelle, une partie rationnelle, et les émotions qui sont du côté de la partie irrationnelle. Donc c'était, voilà. Mais c'est vrai que... Et j'ai une question à vous poser, c'est que comme vous êtes psychologue social, est-ce que vous êtes reconnu dans ma peinture apocalyptique des psychologues sociaux situationnistes ou pas? Absolument. Absolument. Donc, oui. Certaines expériences en tant que psychologue social, donc j'ai pas mal d'esprit critique et donc effectivement, j'adhère complètement à votre vision des choses. Merci. Très bien, merci pour cela. Euh, Revenons peut-être sur cette question du situationnisme. Est-ce que vous pourriez allumer le micro? Ça n'a rien à voir avec Debord. Ça n'a vraiment rien à voir avec Debord. Hein. C'est un mot qui, voilà, il y a pas beaucoup de mots suffisamment de mots dans le dictionnaire et donc on les réutilise pour faire des choses qui n'ont rien à voir. Et le mot situationnisme a été utilisé effectivement par Debord, j'aurais dû le dire, hein, pour éviter les confusions. Donc merci beaucoup pour la précision. Ouais, donc effectivement, notons qu'il y a que outre Milgram, il y a Zimbardo qui sont les fameux situationnistes. Effectivement, c'est un courant qui s'oppose en psychologie à la psychologie de la personnalité, en gros. Oui, c'est ça. Mm. Non, mais Et oui, oui, et c'est intéressant aussi. Enfin, il y a Walter Michel sur lequel s'appuie beaucoup Doris et qui est extrêmement critique vis-à-vis de effectivement, la psychologie de la personnalité. Donc, c'est vraiment, il y a des tensions très fortes
entre les psychologues sur ce plan-là. Et aujourd'hui, comment on se situe par rapport à cela? Parce que c'est un débat qui, je veux dire, bah, par exemple, Zimbardo a été un tout petit peu ridiculisé. Les recherches de Walter Mischel, elles ont été très contextualisées pour enlever le poids de la situation dans le sens qu'il entendait la situation. Est-ce que le situationnisme est toujours aussi fort qu'il l'était il y a 30 ans ou pas, tu penses? En travaillant avec des psychologues sociaux, moi je suis en thèse aussi en psychologie sociale, et en travaillant avec des psychologues sociaux, j'ai l'impression quand même que le situationnisme est toujours un paradigme. Voilà. Après, Michel, voilà, j'ai pas suffisamment travaillé en détail son texte pour dire, pour en parler. Je sais qu'il a ensuite fait une expérience très très célèbre sur le marshmallow, l'expérience du marshmallow. Ça, je connais pas le texte auquel tu fais référence, mais effectivement, ce qu'il a fait sur Marshmallow, et, ça a été à la fois séduisant. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui ne savent pas, c'était l'expérience qui consistait à dire, à donner à des enfants des marshmallows en disant si tu parviens à rester un quart d'heure devant ces marshmallows sans les toucher, sans les manger, d'ici un quart d'heure, tu auras un autre marshmallow. Donc, on a laissé les enfants tout seuls. Ils ont été filmés quand ils attendaient. Et voilà, on a essayé de voir qui réussissait à tenir le plus. Et en fait, Michel lui-même ne comprenait pas ce qu'il mesurait dans cette étude. C'était très intéressant. Et Donc, après, il a aussi essayé de voir ce que ces personnes devenaient. Il prétendait que ce test était un prédicteur de la capacité de la personne à réussir socialement. Donc, ouais, attends, non, non, c'est pas ce qu'il dit dans son dernier livre. Son dernier livre, quasiment posthume, ou en tout cas publié très peu de temps avant sa mort, c'est un livre où il prenait beaucoup de distances par rapport à cela, en disant que ce qui l'intéressait, c'est de donner des outils, effectivement, pour réussir et non pas des outils pour condamner. oui, oui. Après, j'ai pas lu son dernier livre, donc je peux pas te. Mais en tout cas, ouais, l'article dans l'article où il présente ça, c'était sur enfin, l'idée d'une étude longitudinale, tu vois, de voir pas juste d'un moment ce qui se passe, mais de voir après, enfin, de suivre les personnes pour savoir voilà, si c'est un prédicteur ou pas de destin social. Donc, si une personne est effectivement acrasique, c'est-à-dire si la personne à l'âge de 4 ans ou 5 ans mange tout de suite son marshmallow, c'est que probablement elle va être un addict obèse qui ne réussit pas à l'école plus tard. Et en fait, donc au départ, ça ressemblait à ça, son étude, et à la fin de sa vie, il a écrit un livre où il disait que en réalité, ce qu'il voulait faire, c'est trouver des outils pour éviter ces situations où la personne devient un addict obèse qui ne réussit pas à l'école. Donc, il a pris. Non, non, c'est. Donc, je serais. Effectivement, moi j'ai l'impression qu'on n'est pas. On ne vit pas exactement dans l'âge des gloires du situationnisme, jusqu'à la preuve du contraire, alors que nous vivons en même temps dans l'âge politiquement extrêmement situationniste. C'est ça qui est paradoxal. J'ai l'impression que la psychologie fait tout pour s'en débarrasser. Or, la réalité fait un petit retour en arrière. Alix, dites ce que vous vouliez dire peut-être à voix haute. Oui, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait. Ok, super. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation, c'était très intéressant. En fait, moi, je suis en master de psycho du travail et j'ai réagi quand vous nous avez parlé de manipulateurs, puisqu'en fait, je me demandais si dans une situation où un manager serait dans la manipulation, est-ce qu'on peut éventuellement entraîner les salariés à contrer ça, puisqu'ils se retrouvent dans des situations collectives et on l'a vu quand on est encore plus compliqué de se soulever. Et en plus, il y a cet aspect où il peut y avoir des retombées plus ou moins graves pour eux, comme par exemple perdre un emploi ou se retrouver mis au placard. Merci beaucoup pour la question. Donc, je distinguerais deux types de situations. Les situations qu'étudient les psychologues sociaux, qui sont des situations ouais, d'influence ou de manipulation, où il n'y a pas de menace objective. Et les situations où il y a une menace objective. Donc, si euh, on me dit, on me menace de me licencier si je ne fais pas quelque chose qui est contraire à ma conscience. C'est une situation qui ne relève pas du situationnisme, au sens où là, ma décision de céder repose sur un calcul de mon intérêt. Et donc, elle repose sur un usage de la raison. Alors que les situationnistes sont dans un paradigme qui est plutôt causaliste.
où il n'y a pas de raisonnement qui m'amène à agir. Donc, voilà, c'est juste pour distinguer les deux situations, sachant que les deux existent. Ouais, les deux sont des personnes qui veulent faire des choses mauvaises aux autres ou des choses qui sont contraires à leur intérêt ou à leur valeur aux autres, peuvent utiliser les deux. Voilà. Mais après, donc, par rapport à ce que vous disiez, moi je pense qu'effectivement, il y a un entraînement à mettre en place pour essayer d'identifier. Enfin, Dory, je pense qu'il a, ouais, il y a un prolongement, comment dire, politique, associatif du situationniste qui consiste à apprendre à identifier ces situations-là et à apprendre. Et là où Doris va pas assez loin, à mon avis, c'est qu'il faut aussi s'y entraîner. Et donc, ça fait partie déjà de voilà, de savoir, par exemple, que si vous êtes dans une situation de bystander aussi, qui a été beaucoup étudiée par les psychologues sociaux, où donc vous observez, vous constatez que des personnes se font agresser devant vous et vous êtes pétrifié, bah, il faut savoir, faut réfléchir à cette situation en amont et se demander comment faire. Et une manière de faire, c'est d'interpeller les personnes qui sont autour de vous. De dire, voilà, écoutez, on y va. Et pas parce que c'est vrai que c'est très difficile d'aller directement agir, mais par contre, si vous interpellez les gens, et donc là, correspond à ce que vous êtes en train de décrire. Et il faut effectivement trouver des manières d'agir. Et la première manière d'agir, déjà, c'est aussi de nommer ce qui se passe. Et c'est pour ça aussi que la psychologie sociale est utile, parce qu'elle donne des concepts qui permettent de mettre des mots sur des choses qui fonctionnent parce qu'elles ne sont pas nommées. Et tu pourrais expliquer comment on fait pratiquement cette distinction entre les deux raisons d'agir vicieuses, disons, ou plus ou moins vicieuses? Une- Bah, si je veux faire quelque chose à quelqu'un qu'elle ne veut pas faire, soit j'ai la méthode brutale. Je vois conceptuellement à quoi ça correspond, mais comment tu examines ça vraiment? Comment tu décides que c'était plutôt ça que l'autre chose? Euh, Bah, il y a un critère externe, un critère interne. Ces critères externes, c'est est-ce qu'il y a eu menace ou pas, et menace crédible ou pas. Et là où et critère interne, c'est est-ce qu'il y a eu raisonnement ou pas. Et là où c'est mystérieux, c'est que enfin, dans l'expérimentation de Milgram, son dispositif est justement fait pour que, on puisse pas dire que les personnes soient menacées. C'est-à-dire qu'elles n'ont rien à perdre et rien à gagner. C'est-à-dire qu'au début, il commence la session expérimentale en disant, tenez, ceci est votre chèque, vous pouvez le garder quoi qu'il arrive. Et quand les sujets, quand ils s'arrêtent, les sujets disent non, mais là, je veux m'arrêter, voilà, je ne peux plus continuer, reprenez votre chèque. Et l'expérimentateur dit non, gardez le chèque. Donc il fait vraiment en sorte que les personnes n'aient pas d'intérêt ni positif ni négatif à poursuivre, et que si elles poursuivent, c'est purement à cause d'une influence qui ne relève pas de l'intérêt objectif. Oui, ça, on en a parlé, effectivement, l'intérêt objectif peut être celui d'engagement en faveur du fonctionnement de la science, ce qui était le cas de beaucoup de gens qui ont été ensuite interviewés. Donc, Je veux le fait... dire intérêt personnel objectif, intérêt personnel, c'est-à-dire Ouais, mais non, non, mais ça... Attends, le seul intérêt personnel ne peut pas être réduit là-dessus, non. non, mais c'est parce que c'était ta réponse sur la distinction conceptuelle, c'est-à-dire entre les deux situations. Donc la menace, elle repose sur le fait de présenter, enfin d'avoir les moyens d'exécuter, de nuire à autrui d'une manière qui est crédible, et puis sur le fait d'annoncer que si la personne ne fait pas ce qu'on lui demande, on va effectivement mettre en œuvre cette nuisance. Et donc ça, c'est un moyen qui est un moyen pour faire agir les gens, mais qui est très très puissant, qui est un peu plus puissant même à mon avis que la psychologie sociale, mais qui peut pas être mis en œuvre sur des foules. Parce que bon, peut-être que ça peut, si avec l'armée, etc. Mais si on évite la conflictualité, c'est beaucoup plus efficace d'être dans la manipulation qui ne passe pas par l'explicitation de la menace. D'accord. Je vois que David voulait poser une question. David, est-ce que vous pourriez la poser à voix haute? Ça va être plus simple si vous voulez bien. Moi, je veux juste rebondir sur la situation que tu as décrite où de la fête.
où tu t'es décrit comme faible, qui ne va pas porter des masques, etc. Donc moi, je voyais autre chose. C'est-à-dire, moi, cette histoire des masques, évidemment, qui, comme tu sais, m'a obsédée depuis, pour différentes raisons, et de façon, le Covid en général. Euh, le port des masques, si j'avais des hésitations, c'était aussi pour ne pas faire du mal aux gens, les offusquer, les stresser, des choses comme ça. C'est pas pour... Peut-être tu avais ce type de raisonnement, mais pas forcément, tu vois, est-ce que je veux plaire ou non aux gens? Non, tu as aussi derrière cela la question de savoir est-ce que ça va pas faire peur aux gens? Étant donné que c'est leur seul moment de joie depuis 9 mois de confinement, est-ce que c'est pas le moment de se dire, bon, tant pis, on fait un mini-effort étant donné que toi, tu es sain, tout va bien, etc. T'es pas entouré des personnes âgées. Donc, les raisonnements de ce type, ils sont vraiment super nombreux. Et quand tu dis qu'il faut qu'il y ait un raisonnement, oui ou non, bah, là, effectivement, le raisonnement n'est pas toujours inférentiel. Parfois, il s'est fait tout seul, en un sens, en mettant plusieurs choses ensemble. Donc, ton raisonnement à toi n'est pas entièrement transparent pour toi et tu sais pas ce qui te soucie le plus. C'est peut-être, voilà, donc c'est ça qui m'a dérangé dans la situation que tu as décrite par rapport à toi-même. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il existe des critères aussi clairs pour pouvoir distinguer les deux situations que tu as essayé de décrire, même si tu as introduit effectivement de critères, menaces, raisonnements. Mais voilà. Ouais, c'est très intéressant. En fait, moi, enfin, donc là, ma thèse, c'est sur l'explantation de milligrammes et j'essaie de la réinterpréter en essayant de montrer que les sujets résonnent. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, j'accepte la prémisse pour ce raisonnement, j'accepte la prémisse causaliste de Riss, mais en réalité, je pense que, enfin, voilà, moi, j'essaie de défendre le rationalisme en psychologie sociale. Donc, je suis totalement d'accord avec toi C'est sûr. et, ouais. Très bien. David, est-ce que vous vouliez dire quelque chose à voix haute? Oui, bonjour. Je sais pas, vous m'entendez? Oui. Ma question, c'était de voir, est-ce que là, justement, quand on oppose ces deux situations de la personne qui pense seule pour elle-même, entre guillemets, aux conséquences de son acte et de celle qui est influencée par le situationnisme, si c'est pas juste une réflexion qui se fait dans deux temporalités différentes, c'est-à-dire que plutôt que les opposer, on pourrait se dire simplement que le caractère, ce serait une forme de situationnisme qui aurait sédimenté, auquel on se serait un petit peu accroché. On finit par s'identifier à un ensemble de valeurs dans le temps qui cristallisent plus ou moins ce qu'on finit par fixer comme référentiel de valeur. Et en fait, quand on a le situationnisme de l'action dans une foule, on a l'opposition entre ces valeurs qui seraient cristallisées dans un temps un peu plus long à celle de l'action politique globale à ce moment-là, et que finalement, il n'y a pas une opposition stricte entre les deux, mais c'est vraiment juste une question de temporalité et de vitesse d'application. Alors, dans cette perspective-là, effectivement, il n'y a pas non plus d'existence d'un caractère sur le plan ontologique qui se construit aussi sur la même mode que le situationnisme, mais juste être dans une temporalité légèrement différente. Ouais, merci beaucoup pour votre question. Alors, c'est vrai que c'est un point que je voulais mentionner. C'est aussi une autre critique de Doris que je voulais faire qui est liée à. Enfin, voilà, donc vous avez un peu c'est la conséquence que j'ai pas explicitée. C'est que je pense que sa distinction. Alors, peut-être que je comprends pas totalement. Enfin, je pense que vous avez dit deux choses en même temps. Donc, enfin, en tout cas, moi, ça me fait. J'ai deux réactions. Premièrement, donc c'est que la distinction qui fait. Donc, Doris dit, voilà, je pense qu'il y a quand même des valeurs. Je pense que je veux agir conformément à mes valeurs. Mais les valeurs, c'est aussi une partie de la personnalité. Donc, quand il dit que la personnalité n'existe pas, bah, voilà, c'est incompatible avec le fait de dire que les valeurs, elles, sont stables et qu'on veut agir conformément à nos valeurs. Donc, c'est un premier point et que ces valeurs elles-mêmes, en réalité, sont le produit d'une situation, on est déterminé socialement à vouloir à valoriser tel ou tel type de personnalité. Les exemples que j'ai donnés étaient ceux d'Aristote. C'est pas des exemples de réalisation de soi ou d'action bonne auxquelles on pense immédiatement, nous, quand on pense à ce qu'on aimerait être capable de faire, hein, d'être capable de tenir son bouclier. Donc, ces valeurs sont elles-mêmes déterminées socialement. Et deuxième point sur la notion de vitesse, je pense vous faites aussi, alors je sais pas si vous pensez à ça ou pas, mais
Il y a aussi une autre distinction qui est très importante en psychologie, aussi en psychologie cognitive, c'est entre les deux systèmes de traitement de l'information, système 1, système 2 chez Kahneman, qui est assez analogue en fait à ce vers quoi fait signe notamment Milgram, où d'un côté on a une réflexion sur ce qu'il faut faire dans la situation, avec en plus une pression temporelle, hein, puisque l'expérimentateur qui demande au sujet d'aller vite au début de l'expérimentation. Et puis la réflexion à froid, on a le temps de poser ses petites équations, prendre une feuille, etc. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas au même résultat. Donc peut-être qu'une différence aussi entre enfin, une explication de cette énigme que pose Milgram quand il se demande comment ça se fait qu'on n'arrive pas à prédire nos propres comportements, c'est que quand on raisonne à froid, on résout l'équation situationnelle de manière rationnelle, et tient pas compte du fait qu'on la résoudrait de manière différente, alors soit émotionnelle, soit avec d'autres processus cognitifs, quand on est dans la situation. Ou alors encore, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que disait Anna, c'est que peut-être aussi qu'il y a une forme. Alors là, parce que là, je présuppose qu'on est supérieur dans une situation qui est plus favorable quand on est en dehors de la situation, qu'on est dans la situation, pour être en rapport avec nos valeurs morales. Mais ce que disait Anna, qui était très intéressant, c'est que quand on prend en compte la situation, on est aussi sensible à des choses qui sont plus fines, mais qui sont aussi morales. Et donc, c'est pas forcément, c'est peut-être la personne qui raisonne de l'extérieur de la situation qui a moralement tort. Et voilà. Donc c'est bon, je ne sais pas si c'était exactement ce que vous vouliez dire, mais en tout cas, je voulais rebondir sur ces deux points. Cher Raphaël, tu vas finir particulariste, c'est terrible, hein. Mais moi, juste, effectivement, exactement dans tout ce que tu dis, mais peut-être ça mérite de le dire quand même. Et n'hésitez pas à m'interrompre, hein. Vraiment, on est là pour vous et non pas pour moi. Moi, j'ai le droit parfois à parler avec Raphaël en aparté, donc voilà. Et d'autant plus que j'aurai le droit de te parler bientôt à Sofa, et ça, c'est très chouette. Et donc, effectivement, cette histoire de la stabilité des principes et de versus souplesse des situations, moi, évidemment, je suis tout à fait en faveur de la souplesse des situations, donc souplesse, la possibilité de modifier des stratégies décisionnelles dans le contexte des situations, parce que l'intelligence, c'est ça, non? Sinon, on serait vraiment des machines avec un niveau de réponse d'Elisa, c'est-à-dire les premiers chatbots des années 70 qui a trois ou quatre stratégies de réponse. Et effectivement, c'est un peu décevant. Et notre cerveau marche plutôt comme cette horreur que tu as utilisée, le diable, comme j'ai décidé de l'appeler, à savoir le chat GPT ou d'autres formes d'intelligence artificielle qui bouffent l'environnement et avec lesquelles tu fais de très jolies images. Donc, je suis très partagée. Non, mais tout cela pour dire qu'effectivement, cette souplesse, la capacité de comprendre la situation dans sa particularité, ça fait partie de l'intelligence humaine. Donc, je ne vois pas l'attachement ou de la nostalgie, de la stabilité ou de ces boucliers dont tu parles. Donc, ça, c'est la première chose. Aussi, la deuxième chose, en ce qui concerne parce qu'évidemment, là, je semble penser, ce qui est faux, que toutes nos réactions, disons, du système 1 sont toujours justes. Ce n'est pas vrai. Mais très souvent, les réactions du système 1 sont à côté de la plaque et non conformes à ce que nous pensons, non pas parce que nous avons été influencés par la situation à proprement parler, c'est-à-dire par une sorte d'obéissance, mais très souvent parce que la situation bizarre, inhabituelle, euh, éveille en nous des réponses traumatiques, qui ne sont pas des réponses d'obéissance, mais des réponses de choc ou de panique, où nous réagissons bêtement, mais où nous semblons obéir, mais en fait, on est dans une relation de trauma. Je voulais savoir comment toi tu peux inclure cette histoire dedans. Donc d'une part, effectivement, l'éloge de la souplesse versus les boucliers stables, et d'autre, même si tu as déjà touché à cette question, mais deuxième question dont nous n'avons pas parlé, qui me paraît essentielle, parfois ce n'est pas de l'obéissance, mais c'est choc, trauma, et des choses comme ça. Euh, alors, c'est très intéressant ce que tu dis et ça me semble très juste aussi. Alors, donc, le modèle enfin, de la science que j'ai en tête, c'est qu'on construit donc il y a des réactions analogues peuvent avoir des causes qui sont différentes. Ils peuvent s'expliquer par des mécanismes causaux qui sont distincts. Donc là, ce que tu décris, c'est un mécanisme causal qui me semble très pertinent,
pour expliquer le phénomène où on n'agit pas comme on aurait dû agir, et voilà, qui est autre que celui sur lequel je travaille. Voilà, mais donc je l'ajouterai en fait à ma boîte à outils explicative. Je pense que voilà, mais je pense pas que ce soit exclusif. Mais c'est pas le même, enfin, c'est pas le même type de. Mais après, la réponse, elle est quand même assez analogue à celle de Doris, parce que Doris, enfin, c'est aussi de se connaître et de connaître les mécanismes du traumatisme et d'essayer d'apprendre à savoir comment une situation quelles sont les situations qui vont déclencher mon traumatisme, et soit donc et l'alternative c'est la même, c'est soit je décide d'éviter ces situations une fois que je les connais, soit j'essaie de au contraire les provoquer pour apprendre à jouer avec mon traumatisme. Euh, donc voilà, je dirais que en tout cas, on pourrait avoir vraiment la même problématisation. Et après, par rapport à ta première question, moi, c'était plus, comme c'est plus tes thèmes, je n'ai pas vraiment de réponse, mais je me demandais comment toi tu traitais le regret. Parce que chez Aristote, l'un des critères de l'acrasie, c'est, bon là, moi je l'ai présenté de manière prospective, c'est-à-dire je vais agir d'une manière qui est contraire aux valeurs qui sont les miennes aujourd'hui. Et c'est vrai que si on pense que mes valeurs, enfin les valeurs changent selon les situations, le problème est plus ou moins réglé. Sachant qu'à ce moment-là, il y a un conflit entre différents mois. Il y a un conflit entre le mois présent et le mois futur. C'est-à-dire que le mois présent n'est pas du tout d'accord pour que le mois futur pense que c'est c'est une très très bonne valeur de dépenser tout l'argent que j'ai économisé pour mes enfants en jouant au casino. Mais quand je suis à Las Vegas, ça me semble vraiment la bonne chose à faire. Et donc je suis en conflit avec ce mois-là qui va dire, bon, bah, c'est pas grave, on n'a qu'une vie, etc. Et donc, voilà, donc j'ai pensé ça de manière prospective, mais aussi une manière rétrospective de penser le problème. C'est celle que propose Aristote, comme qui donne comme critère de l'acrasie le regret. Et où finalement, on a l'impression que ce moment où on a changé de valeur, c'est une sorte de parenthèse, où on n'était plus soi-même. Et donc c'est vrai qu'il y a d'autres valeurs, mais c'est pas, voilà, c'est pas celle. Et peut-être que c'est l'idée aussi de vivre avec les conséquences. Est-ce que ça, voilà, parce que alors, je ne sais pas si c'est un bon critère, le critère des conséquences, parce qu'on peut aussi dire que la personne, quand elle est en état de légèreté, elle peut se dire oui, mais la vie vaut la peine d'être vécue seulement si on brûle tout dans l'instant. Mais voilà, je ne sais pas comment tu répondrais à cette question de savoir enfin, du regret, quoi, pour remettre en question l'idée qu'il y a enfin, du particularisme qu'on change. Enfin, si je le comprends bien, c'est qu'on change en permanence enfin, il n'y a pas de principe stable auquel on devrait adhérer. Pas tout en permanence, évidemment, qu'on soit les perçoit tu vois, des échecs. Et la situation du casino que tu décris, c'est une situation radicale d'addiction. Donc, l'addiction existe. Et là, hélas, tu vois, c'est un autre traitement. Moi, j'ai l'impression aussi que ces genres de considérations vraiment passent à côté du fait que vraiment, nous avons tous des biais, mais pas biais liés à l'espèce, mais biais liés à tout un ensemble des mini-traumas que nous avons vécus. Donc, je pense que, ouais, bon, bref, à propos de la rationalité, il faut prendre ça en compte, que de toute façon, l'enfant tout petit, etc., ou adolescent, ce sont des gens qui ont vécu assez peu de choses normalement, et leur bagage traumatique est assez peu élevé. Et nous vivons de façon tout à fait différente avec ces ajouts curieux. Mais ça, c'est une chose. En ce qui concerne les regrets, il y a différentes. Est-ce que c'est vraiment la question de savoir si le moi, quel était le moi que j'étais quand je faisais cette décision bête? Je pense que les regrets, dans la plupart des cas, mais pas dans les cas de décisions vraiment tragiques qui, de nouveau, doivent être traités complètement à part, je pense. Ce ne sont pas ces cas marginaux qui devraient définir notre compréhension de nous-mêmes, mais des regrets ordinaires, ce sont des moments où tu t'es dit, j'ai été bête, je me suis trompée. Donc là, c'est un extrême cognitivisme, de nouveau, que j'avance. Ce n'est pas un conflit de deux moi, c'est un constat d'une mauvaise décision, d'une erreur d'appréciation.
Et effectivement, Akrasi, dans la plupart des cas, c'est quand même une erreur d'appréciation nourrie par des traumatismes que nous ne gérons pas et qui sont super difficilement gérables. C'est pour ça, c'est bien pour ça que vraiment beaucoup de gens vont chez les psys. Parce que cette idée, tu vois, de se dire, oui, dans des situations à venir, je vais écarter mon traumatisme, je vais agir comme s'il n'existe pas, bah, tu as des amis quand même, Raphaël. Tu vois bien que c'est pas si facile, quoi. Tu as même des parents avec qui tu as parlé à un moment donné de ta vie. Donc, tu vois bien que c'est super difficile de se débarrasser de ces genres d'éléments. Mais est-ce que ces éléments contribuent à la discussion? Est-ce que comprendre des éléments traumatiques qui font que nous décidons d'une certaine manière, c'est entrer dans la psychologie sociale, ou bien c'est c'est quelque chose de tout à fait différent qui nous permet de prendre un chemin vraiment beaucoup plus individualiste et non pas déterministe au sens de la psychologie sociale. Je sais pas, mais oui, enfin, moi je pense pas qu'il y ait d'incompatibilité, on parle simplement de mécanismes différents. C'est Pascal, dans sa correspondance avec le Père Noël, dit, enfin pour cet exemple-là, il dit une pierre peut être chaude parce qu'elle a été retirée du feu ou elle peut être chaude parce qu'elle est restée au soleil. Et dans les deux cas, enfin, et on peut avoir deux pierres différentes qui sont juste à côté, qui ont exactement la même température et qui ont été produites et les phénomènes ont été produits par une cause différente. Donc, oui, je pense qu'il y a des. Enfin, moi, je suis vraiment convaincu hein, par le mécanisme que tu décris de production de réactions irrationnelles, ou en tout cas qu'on regrette. C'est pas exclusif avec celui d'autres types de situations qui relèvent cette fois-ci plutôt de l'influence. C'est pas exclusif, mais si on parle, parce que la question quand même fondamentale est celle de la nature humaine, ou pas? Après, juste, tu sais, il y a aussi une bonne manière, je trouve, de penser Enfin, encore une fois, je pense pas que la psychologie sociale est encore un modèle. Enfin, moi, je ne suis pas d'accord avec le. Enfin, j'essaye d'élaborer le modèle cognitif enfin, d'élaboration des décisions dans les situations que travaille la psychologie sociale, qui ne sont pas toutes les situations dans lesquelles on est confronté, auxquelles on est confronté. Mais je trouve qu'un bon exemple, malgré tout, c'est ce qui se passe, ce qu'on apprend en self-defense. Hein, C'est-à-dire que quand on fait des années et des années de jiu-jitsu, bah, voilà, si quelqu'un te saisit sur les bras, tu apprends qu'il faut mettre les bras à l'intérieur, écarter les bras comme ça, etc. Et en fait, quand quelqu'un t'agresse vraiment, ce qu'on t'apprend en self-défense, c'est que tes pulsations cardiaques montent à 180, il y a un effet tunnel, tu perçois les choses différemment, et donc le premier geste, ça va être un geste archaïque qui est saisir de l'extérieur, ce qui sert à rien en réalité. Donc la personne qui s'est entraînée pendant des années et des années, comme elle n'était pas dans la situation réelle où la présence de l'autre et le comportement de l'autre a un effet sur son fonctionnement cognitif et modifie son fonctionnement cognitif, bah, tout cet entraînement est totalement inutile. Et donc la seule manière de bien s'entraîner pour le self-defense, c'est juste de partir des réflexes de base des gestes idiots, en fait, qui viennent de nos traumatismes encore, de quand on était dans les arbres à taper des noix de coco l'une contre l'autre, et voilà, et qui tiennent pas du compte de tous les trésors d'intelligence qui ont été dépensés pour essayer de développer de bonnes stratégies. Et je pense que voilà, ça décrit quand même quelque chose de notre expérience, en tout cas moi, de mon expérience, et je pense que de l'expérience des sujets des psychologues sociaux, qui est que la présence des autres modifie le fonctionnement cognitif et amène à penser, à parler, à trouver des solutions qui sont différentes de celles qu'on aurait trouvées si on avait été tout seul devant notre feuille. Super, merci beaucoup. Mais dans ce cas, je pense que ouais, il y a une autre de toute façon, on va voir comment tu évolues avec à la fois ces papiers et aussi ton travail sur 1000 grammes, parce que je pense pas que tu besoin de jouer, ou en tout cas de jouer de façon assez formelle finalement avec la notion d'éthique de vertu pour Doris. Je pense que tu peux développer quelque chose de tout à fait solide et cohérent sans recourir à des outils qui, à mon avis, ne te servent pas tant que ça. Mais de nouveau, là, je suis biaisée. Mais sinon, évidemment, tout cela est tout à fait fascinant et précieux. Donc, merci, merci infiniment. Chers camarades, il est 20 heures, donc dites-moi si vous avez encore une petite question à poser. Peut-être une toute petite dernière question si personne d'autre.
concernant, et un peu dans la suite de ce que j'avais dit tout à l'heure, pour revenir sur le regret, quand je disais qu'il y a deux temporalités différentes qui s'inventent, ben, on pourrait prendre le regret un peu comme exemple, dans l'idée où, par exemple, il y aurait le regret comme une lecture a posteriori de nos actes avec le moi actuel, qui est un ensemble de valeurs cristallisées aujourd'hui. Donc, en fait, on relie nos actions passées et on les juge comme bonnes ou mauvaises et on les regrette ou pas en fonction de nos valeurs actuelles. Et il y a aussi le regret comme souvenir d'un vécu comme un échec au moment où on réalisait l'action. En fait, la perspective dans laquelle je me place, on pourrait reprendre un petit peu Hannah Arendt, où l'idée de l'action, ce serait à chaque fois the disclosure of who, la révélation de l'agent, c'est-à-dire on révèle l'agent au moment où il agit, et il y a le moment où il agit et où il se construit, et déjà là, je peux être en échec et je peux me juger comme agent, comme agissant mal, entre guillemets, au moment où j'agis, mais c'est toujours un posteriori très, très court, entre guillemets. C'est juste après mon action. Et je peux le faire a posteriori lointain, où je vais relire mon action comme ayant été mauvaise ou comme ayant été une erreur. Mais finalement, il s'agit juste du même mécanisme, mais dans deux temporalités très différentes. Je ne sais pas si ça éclaire un petit peu ce que je voulais dire tout à l'heure, mais c'est avec votre réflexion sur le regret que ça m'est venu. Merci. Alors, j'avoue que voilà, c'est peut-être parce que c'est tard, etc. J'ai du mal à saisir, mais peut-être aussi parce que je distinguerais l'erreur et le regret. Ouais, parce que là, enfin, en tout cas, là, mon propos, il portait pas sur les erreurs qu'on commet, c'est-à-dire que il portait plutôt sur les objectifs qu'on se donne ou les. Oui, c'est vrai que là, avec mon exemple du self-défense, je pense que j'ai amené l'idée d'erreur. Euh, mais c'était plutôt, voilà, la personne délibérément agit contrairement à ses propres valeurs. Et si elle fait une erreur, bah, c'est une bonne chose du point de vue de ses valeurs parce que elle se retrouve pas à faire ce qui était contraire à ses valeurs. Et c'est exactement d'ailleurs la situation des sujets de Milgram, puisque enfin, ils croient qu'ils sont en train d'électrocuter potentiellement de manière létale le comparse de Milgram, et en réalité, les chocs électriques sont de faux chocs électriques. Donc, ils commettent une erreur sur leur action en croyant commettre un acte contraire à leurs valeurs, mais heureusement, après coup, ils peuvent se dire, oui, j'ai pas vraiment électrocuté la personne. Donc, je distinguerais et malgré tout, ils peuvent quand même regretter d'avoir fait ce geste-là parce que c'est un geste qui était immoral, ou en tout cas qui correspondait pas à l'image qu'elles avaient d'elles-mêmes. Après, il faudrait aussi distinguer regret et puis remords. Donc, enfin, c'est vrai que c'est compliqué à manipuler. Ça part du principe qu'on connaît nos valeurs a priori de l'action, ce qui n'est pas forcément du coup le cas chez Arendt. Oui, c'est intéressant. C'est une question qui est intéressante. Et c'est vrai que oui, c'est un point qui est très intéressant. Est-ce que c'est nécessaire pour... après, on pourrait imaginer, en fait, bon, il y a tout un aspect de la réflexion de Doris que je n'ai pas développé, mais où il réfléchit sur la narration, comment raconter notre histoire, et comment aussi dans cette histoire raconter les moments où on a été acratique. Et, donc, on peut imaginer une narration qui tiendrait compte de ce que vous avancez en vous appuyant sur Arendt, c'est-à-dire que j'ai agi et je n'ai pas aimé la manière dont j'ai agi, et ça m'amène à prendre conscience de mes valeurs, du fait que je ne veux pas agir de nouveau comme ça, et ma question, ça devient comment faire en sorte d'agir ainsi la prochaine fois. Alors, soit c'est facile, et à ce moment-là, j'ai pas besoin d'éthique situationniste, soit je m'aperçois que émotionnellement, ou cognitivement, ou c'est compliqué pour moi d'agir conformément à ce que je crois. Et donc là, on retrouve toute la séquence. Donc, je pense que, le problème là que vous indiquez, c'est un autre problème que celui. C'est vrai que j'ai tenu pour acquis qu'on connaissait déjà nos valeurs. Et il y aurait aussi pour compléter ce modèle, il faudrait essayer d'expliquer comment est-ce qu'on connaît nos valeurs. Non, mais je trouve que c'est un point très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Boumedine. Allez-y et on va clôturer avec. Merci. Moi, je voulais juste revenir sur l'invitation qui est dans le titre du séminaire, hein,
peut-on dire que la psychologie sociale... non, c'est... si on considère que la psychologie sociale dit vrai, quelles leçons éthiques peut-on en tirer? Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, évacuer, et il faut circonscrire au titre le fait que quelles leçons éthiques peut-on en tirer dans le rapport à l'altérité? Ça me semble fondamental, ça. Parce que l'éthique, elle est vaste et il faut la circonscrire dans ce qui est l'objet d'étude de la psychosociale, la question du conflit entre l'individu et la société. Et donc, il me semble qu'il faudrait circonscrire quelles leçons éthiques peut en tirer dans le rapport à l'altérité. Je trouve ça important de le préciser. Voilà, c'est ça que je voulais préciser. Et merci encore pour ce séminaire. Merci beaucoup. Euh, oui, alors le rapport à l'altérité, c'est vrai que je l'ai pas. Enfin, je te répondrai de deux manières. C'est-à-dire que quand ma petite citation d'Hitler, là, c'était pour indiquer un peu comme le texte de Machiavel. C'est-à-dire que le fait de connaître les mécanismes de l'influence permet, enfin, va être utilisé, enfin, avoir des conséquences pratiques différentes selon le lecteur qu'on est et les objectifs qu'on se donne. Donc du coup, c'est vrai que c'est important de circonscrire, enfin, d'indiquer quelle est cette perspective. Donc ça, j'essaie de le faire, hein, et j'essaie d'indiquer que la perspective, c'était celle d'être quelqu'un qui agit conformément à mes valeurs. Et donc, dans mon esprit, autrui, le rapport à autrui, vous avez entièrement raison. C'est vrai qu'on peut, c'est difficile de parler. Alors, on peut pas. Éthique, enfin, parfois on fait cette distinction-là. Bon, Anna est beaucoup plus calée que moi sur ces problèmes, mais en tout cas, moi, dans mon esprit, ouais, on peut distinguer deux grands objectifs. L'objectif, effectivement, d'agir pour autrui ou conformément à des valeurs morales, et puis la visée du bonheur. Donc souvent on dit éthique, c'est la visée du bonheur, et puis morale, c'est essayer d'agir pour autrui. Voilà, mais donc moi dans mon esprit, autrui, enfin, était présent à part- implicitement à partir du moment où je parlais d'agir fidèlement à mes valeurs. Comment être, ne pas laisser tomber mes copains quand il y a un danger, par exemple. C'est pour ça que l'intervention d'Anna, moi j'étais euh, très intéressé par son intervention quand elle a posé la question de la nature humaine. Ça pose la question de la nature humaine, est-elle foncièrement dans l'altérité ou pas? Voilà. Euh, et ça, c'est des questions que je me pose constamment. Voilà. Et du coup, Merci. on est vraiment très mal parce que, si Roger Puvet a raison sur les points, je dis il a raison, mais en fait c'est quelque chose qu'on a élaboré ensemble, face à des incompatibilités dans la structure psychologique des positions morales. On pense vraiment à ce stade, c'est-à-dire moi, c'est pas du tout ça, c'est une pensée que j'ai depuis, je sais pas, 2, 3 ans, que vraiment le fonctionnement moral fondamental de gens est différent. Pas de chaque personne, mais juste le type de réaction. C'est pas lié à l'air moral, c'est lié vraiment à la structure psychique. Donc, par exemple, je pense qu'on ne peut pas choisir, dans une grande mesure, d'être ou non l'externaliste ou internaliste en ce qui concerne la motivation. Donc, juste pour vous donner la distinction très rapidement, les internalistes, ce sont des gens plutôt proches de Kant qui vont dire que la source de la motivation morale, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et les externalistes nous disent, bah ouais, moi j'agis un tout petit peu en fonction de ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas une source privilégiée de mes actions. Donc, ça, c'est vraiment une position psychologique et non pas morale. On ne peut pas la choisir. Et là, Raphaël, moi, je pense que tout simplement, spontanément, tu es internaliste. Moi, je suis externaliste. On peut pas, et c'est incompatible en un sens. C'est-à-dire, on a, les éléments fondamentaux de notre langage sont différents. Mais c'est pas, tu vois, sur les situations pratiques, on va être d'accord dans 99% des cas. C'est évidemment pas ça le problème. Le problème, c'est l'explication du fonctionnement. Et je pense que, il y a au moins deux types de gens. Il y a un spectre, sans doute, hein. Mais moi, j'ai l'impression d'être à l'extrême d'un spectre, hein, de ces points de vue-là. Avec une espèce minimalisation, pardon, avec un moi étrophié du point de vue moral. Alors attends, parce que là j'ai découvert que j'étais internaliste, mais j'ai pas très bien compris ce que ça signifiait.
Bah, que tu penses qu'effectivement, c'est vraiment comme Kant, c'est-à-dire la valeur de tes décisions morales est Mhm. fondée avant tout sur la qualité de ce qui les motive à l'intérieur de toi. Non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Je pense que non, c'est parce que oui, parce que moi, ce que je reprocherais à Kant, je pense la même chose que toi, c'est que on a l'impression que la question un peu obsessionnelle, c'est quelle est ma valeur morale. Et ma question, c'est plus comment bien agir. Et même comment bien agir, c'est-à-dire comment avoir des effets positifs sur mon environnement. Mais la question, c'est comment être capable de le faire. Et c'est pas, et là, oui, là, il faut lutter contre toutes sortes de mécanismes intérieurs qui font que c'est pas facile de faire les actions que j'admire quand les autres les font. Mm, mm, mm. Non, mais de toute façon, ça, c'est pas la fin, c'est le début d'une conversation, en fait. Donc, C'est ça. chers camarades, venez à la Sophia, à la Sofa, pardon, on va en discuter en juin à Nantes, sans doute. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Les questions ont été vraiment de qualité. C'était formidable de vous avoir ici ce soir. Et merci infiniment, Raphaël.